Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur 4Change pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler du bilan d'activité du médiateur des entreprises avec Nicolas More, directeur général du médiateur des entreprises. Ce sera dans quelques instants. On parlera ensuite de l'inflation normative. Comment l'expliquer avec Christophe Eoche Duval, haut fonctionnaire. Et enfin, on parlera de la directive sur les travailleurs des plateformes avec Marine Soiton, avocate chez Taylor Vessing. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. Quel est le bilan du médiateur des entreprises? On en parle tout de suite avec mon invité, Nicolas More, directeur général du médiateur des entreprises. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer sur ce bilan d'activité du médiateur des entreprises, pouvez-vous nous donner le nombre de sollicitations reçues et les principales demandes de médiation traitées? Avec plaisir. Merci de votre invitation. L'année dernière, en 2023, le médiateur des entreprises a eu l'occasion de traiter plus de 2400 sollicitations, c'est-à-dire des questions qui sont posées par les chefs d'entreprise sur tout sujet de manière confidentielle à notre équipe qui y répond de manière personnalisée. C'est une croissance assez significative par rapport aux 2100 sollicitations qu'on avait eues l'année précédente. Dans ces sollicitations, il y a notamment des enjeux de médiation, je vais y revenir. Et pour répondre à votre question, les médiations l'année dernière, cela a constitué plus de 2000 saisines de médiation, qui là aussi est en croissance par rapport à l'année précédente où on avait un petit peu plus de 1600 demandes de médiation. Alors, pourquoi est-ce que nous faisons ces sollicitations et ces médiations? C'est avant tout pour accompagner les chefs d'entreprise dans leurs relations avec les autres acteurs économiques en cas de tension, en cas de différend. Et l'intérêt de la médiation, c'est un mode amiable de règlement des différends, d'où l'intérêt soit de nous contacter de manière confidentielle, soit de nous solliciter de manière confidentielle dans le cadre d'une médiation qui est accessible à tout acteur économique, quelle que soit sa taille, une entreprise unipersonnelle ou un grand groupe peuvent nous solliciter de la même manière. Peut-être rappeler de quelle manière on peut vous saisir? Avec plaisir, tout simplement par une saisine sur notre site internet www.mediateur-d-entreprise.fr et dans les jours suivants, vous êtes contacté par une personne de l'équipe qui écoute ce pourquoi vous nous saisissez. Quels sont les principaux sujets auxquels vous êtes confrontés? Alors, l'année dernière, le principal sujet de saisine de la médiation des entreprises, cela a été les conditions de paiement, les tensions liées au retard de paiement, qui constituent un cas de saisine sur 4. Et puis suivent ensuite les différends, notamment liés aux enjeux autour des télécoms et les enjeux liés à celui de l'énergie. En quoi consiste l'accompagnement des acteurs économiques par le médiateur? En particulier, vous évoquez la transition énergétique, l'action du comité de crise de l'énergie. Alors, en cas de situation de tension spécifique, d'enjeu spécifique sur un objet économique donné, le médiateur peut être saisi pour accompagner avec les acteurs liés à ces enjeux, ces différends en toute confidentialité, dans le cadre de comités de crise, par exemple. Donc, en ce moment, nous travaillons sur les enjeux autour des conditions de paiement, dans le cadre d'un dispositif de comité d'action co-animé par le médiateur des entreprises et le médiateur du crédit. Nous avons également un comité de crise dans le domaine du BTP, et effectivement, un comité de crise dans le domaine de l'énergie, dispositif mis en place dans le cadre du dispositif gouvernemental du plan de résilience de 2022, et qui a pour objet de travailler avec l'ensemble des acteurs de l'énergie, les principaux fournisseurs et distributeurs d'énergie, mais également les organisations socioprofessionnelles représentant les entreprises, et de traiter en confidentialité les enjeux, les tensions qui peuvent exister sur ces sujets. Il faut réunir l'ensemble des acteurs sur ces questions et essayer de trouver les solutions les plus adéquates pour l'ensemble de l'écosystème, c'est ça en résumé? Absolument, et surtout de manière opérationnelle, c'est-à-dire de verbaliser les difficultés et les traiter de manière opérationnelle. Une des difficultés identifiées dans le cadre de ce comité de crise a été notamment l'enjeu d'une information claire, accessible et synthétique. D'où la mise en place d'une checklist énergie que nous avons co-construite avec l'ensemble des acteurs
de la filière énergie, afin de permettre aux chefs d'entreprise d'accéder à une information synthétique claire sur les enjeux de leur contrat d'énergie et également que faire en cas de tension. Cette checklist, qui est régulièrement mise à jour, qui comprend également les aides gouvernementales dans le cadre des tensions autour de l'énergie, est librement accessible sur notre site internet à la même adresse, mediateur-d-entreprise.fr. Alors, un autre aspect de votre action, ce sont les médiations collectives. Comment le médiateur des entreprises a-t-il facilité ces médiations collectives, et notamment celles des filières en 2023 ? Alors effectivement, à côté des médiations individuelles sur lesquelles nous échangeons à l'instant, nous travaillons aussi sur des médiations collectives, c'est-à-dire des médiations où vous allez avoir un ensemble d'entreprises, un ensemble d'acteurs économiques face à quelques autres entreprises ou acteurs économiques privés ou publics. Et puis nous avons également des médiations de filières, où là c'est l'ensemble d'une filière économique avec laquelle nous travaillons afin d'aider à résoudre les tensions ou les différends, ou d'améliorer tout simplement les relations au sein de la filière. Et l'année dernière, par exemple, nous avons travaillé avec le secteur de la cosmétique, du BTP ou du nucléaire. Là, c'est des actions à plus long terme, j'imagine? Alors absolument, mais ça donne des résultats extrêmement concrets. Par exemple, dans le domaine de la filière cosmétique, à l'issue de la réussite collective de la médiation de filière fin 2023, un dispositif d'accompagnement a été mis en place avec cette filière afin de pouvoir poursuivre les échanges dans le cadre d'un dispositif de dialogue. Dans le domaine du nucléaire, par exemple, nous accompagnons la filière aujourd'hui sur les enjeux d'achat responsable, et donc nous élargissons progressivement avec la filière la signature de la charte relations fournisseurs et achats responsables. Nous avons commencé par les donneurs d'ordre, nous avons maintenant des grands acteurs de la filière qui s'y sont joints en 2023, et nous travaillons également sur des pratiques très opérationnelles, comme par exemple le paiement direct aux fournisseurs avec les acteurs de la filière. Et puis enfin, un exemple de médiation collective dans le domaine de la filière communication, où nous avons travaillé sur les enjeux de consultation publique avec les acteurs de la communication et les acteurs publics concernés, et donc est sorti de ce travail collectif un dispositif, un document qui s'appelle Ligne de conduite, et qui notamment valorise le fait de pouvoir indemniser de manière tout à fait significative les entreprises qui auraient travaillé, qui auraient répondu de manière conforme à un cahier des charges dans le cadre d'une consultation, et pouvoir être rétribuées, indemnisées de ce travail qui a été effectué dans le cadre de travaux sur lesquels ensuite elles ne seraient pas forcément retenues. Donc on voit que le champ du médiateur des entreprises s'étend considérablement. Vous avez parlé des achats responsables. Pouvez-vous nous présenter le parcours national des achats responsables et nous expliquer en quoi il consiste ? Alors effectivement, le parcours national des achats responsables, c'est un dispositif que nous avons co-construit avec le Conseil national des achats et qui permet en 5 étapes d'accompagner les acteurs privés et publics au rythme de leur choix vers des achats plus responsables. Donc ce dispositif repose sur des étapes très simples, des questionnaires d'auto-évaluation qui peuvent être partagés avec l'équipe qui le souhaite de la médiation, mais également des dispositifs d'engagement progressif qui vont passer par la signature d'une charte relations fournisseurs et achats responsables, qui repose sur 10 grands principes et qui permettent de commencer à préciser les modalités d'action de l'acteur public ou privé sur les achats responsables, et ces étapes mènent progressivement jusqu'à la signature d'un label relations fournisseurs et achats responsables, où là l'acteur est évalué par un tiers de manière récurrente, et cela permet à l'entreprise privée ou à l'acteur public d'améliorer année après année ses pratiques d'achat responsable. Il y a une vraie feuille de route avec une ligne de conduite et après une validation entre guillemets avec des labels. Absolument, absolument. Et on est ravis de constater que ces outils sont de plus en plus utilisés, et nous avons le plaisir de constater que nous avons une croissance du nombre des entreprises qui sont chartées et du nombre d'entreprises et d'acteurs publics qui sont labellisés. On a aujourd'hui 2500 acteurs qui sont signataires de la charte relations fournisseurs et achats responsables. On a plus d'une centaine d'acteurs qui sont désormais labellisés, ce qui représente tout de même 150 milliards d'euros d'achats en France chaque année. Peut-être pour finir un mot sur l'innovation et notamment sur le référencement des cabinets de conseil en crédit d'impôt recherche et en crédit d'impôt innovation. C'est un dispositif qui est à la disposition des cabinets conseils que nous avons co-construit avec donc l'ensemble des acteurs, comme tous les outils, comme vous le constatez, sur lesquels nous travaillons, de la recherche et du développement et de l'innovation. Et l'enjeu ici est à la fois de permettre aux cabinets conseils de disposer d'un référentiel en 15 items tout à fait opérationnels qui leur permettent de se positionner sur une relation responsable vis-à-vis de leurs clients. Et ce dispositif de référencement apporte une garantie mutuelle pour les entreprises utilisatrices et pour les cabinets conseils d'une relation mutuellement responsable.
Donc nous avons le plaisir de constater qu'aujourd'hui, ce sont plus de 50 cabinets conseils en CIR C2I qui sont référencés dans le cadre de ce dispositif, ce qui représente plus de 60% des créances CIR aujourd'hui constatées chaque année sur le territoire. Ce qui est loin d'être négligeable. Absolument. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci de votre invitation. Comment expliquer l'inflation normative? On en parle tout de suite avec mon invité, Christophe Eoge Duval, haut fonctionnaire et auteur de l'inflation normative chez Plomb. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, le poids de la norme a doublé depuis 20 ans. Comment expliquez-vous ce phénomène? Un peu plus que doublé, plus 104%, c'est un détail. Alors, d'abord, il faut le réaliser. Est-ce que c'est une réalité? Évidemment, il y a la méthode un petit peu traditionnelle ou pédagogique, on va dire, voire populiste, qui consiste à comparer les codes. Alors, j'ai amené celui du Code du travail, le Code du commerce, pardon, de 1968, et le voici en 2023. Voilà, on peut voir évidemment la comparaison des deux. Ça, c'est un indice, mais c'est pas un indice scientifique. Après, je me suis interrogé en tant que chercheur et publiant dans des revues universitaires, à regarder si c'est par l'intermédiaire du critère de l'inflation des pages du journal officiel. Bon, je suis arrivé à des résultats, certes, voilà, plus 107% depuis 1958. C'est intéressant parce que ça donne la trajectoire depuis le début de la Constitution de 1958, et c'est très très parlant. On a une petite cote, en tout cas par l'intermédiaire du critère du journal officiel, il y en a d'autres, une petite cote de 23% jusqu'en 1981, le décollage, premier décollage 1981, deuxième décollage 2022. Voilà. Et là, c'est un décollage à 79%. Oui, c'est assez marquant, voilà, quand on voit la courbe. C'est très marquant. Et c'est intéressant, bien sûr, la corrélation avec les septennats et les quinquennats. Et puis enfin, je suis parvenu à un autre résultat, parce que ça ne me satisfaisait pas. D'autant qu'il y a des surprises quand on fait de la recherche. On découvre qu'en vérité, depuis 2002 en particulier, le nombre de textes diminue. Le nombre d'articles diminue. Alors, je me suis dit, c'est incohérent. Alors, pourquoi cette inflation alors la réponse, c'est que j'ai trouvé un autre critère, qui est le volume du droit consolidé en nombre de mots, Légifrance, pour amuser un petit peu, parce que c'est des mots qui se distinguent de ceux de la presse, qui comptent les mots dans un article. C'est pareil, c'est des mots, mais des mots Légifrance. Mais comment on mesure ce nombre de mots? Alors, heureusement, un agrégat est officiellement fourni par le secrétariat général du gouvernement, mais il est absolument inexploitable et inexploité. Voilà, il sort à peu près tous les ans au mois de mai, et il donne ce comptage qu'on peut faire depuis 2022 grâce à la numérisation du journal officiel sur Légifrance. Voilà. Et donc, on est capable de compter les mots. Les mots consolidés. Les juristes savent ce que veut dire l'expression consolidée. Voilà, je n'insiste pas. Et là, les surprises sont absolument sidérantes. C'est-à-dire qu'en 2002, il y avait 22,9 millions de mots Légifrance consolidés. Notre droit étatique consolidé aboutit, là, au 7 mai 2024, donc c'est tout récent, c'est un scoop presque pour vos auditeurs, de 46 495 144 mots Légifrance. C'est considérable. Considérable. En vérité, chaque année, nous prenons environ 2% d'augmentation. Chaque année, 2%? Chaque année. Depuis 20 ans, c'est ça? Absolument, oui. Quelles sont les conséquences justement de cette inflation normative sur les entreprises? Sur les entreprises, c'est certainement des problèmes de compétitivité, d'acceptabilité de la norme, de sa cohérence par rapport évidemment au monde économique. Et souvent, je m'aperçois que les gens ne réalisent pas que les normes, ça a un coût. Mécaniquement, ça a un coût, de minime à important, mais ça a un coût qui s'incorpore dans le prix de revient, forcément, de nos produits, de nos services, et c'est donc le consommateur final qui les paie. Mais il ne s'en aperçoit pas. Il ne s'en aperçoit pas parce qu'il y a très peu de communication là-dessus. Alors au début, quand les normes s'imposent, évidemment, les branches professionnelles râlent un peu, mais finalement, ça ne va pas tellement plus loin que ça. Et à la fin, ça peut être une question de compétitivité internationale. C'est-à-dire, est-ce qu'on plombe ou pas nos entreprises françaises par rapport à nos concurrents européens et par rapport à nos concurrents mondiaux? Voilà, ça c'est la grave question. Et cette question, elle se pose surtout parce qu'en fait, en France, on a une très très mauvaise façon d'établir les études d'impact préalables au projet de loi. Alors là, c'est une catastrophe. Pourquoi? Pour une raison très simple et qui est identifiée depuis très longtemps. Ce sont les administrations elles-mêmes qui font leur propre étude d'impact de leur projet de texte. Donc, jamais, d'une part, elles ne donnent des éléments défavorables à un projet qui va être dans le tuyau, et deuxièmement, elles ne sont absolument pas expérimentées pour faire des calculs sur le coût des normes.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Ah ben, à mon avis, la meilleure solution qui existe depuis très longtemps, qui est connue, c'est le système allemand, qui remporte un certain nombre de succès et de résultats concrets, qui est le Normenkontrollrat, qui est un organisme indépendant du Bundestag, qui fait, grâce à la composition d'experts, et il peut demander des expertises extérieures, calculer réellement le coût-bénéfice-risque de certains projets de normes. Et il va jusqu'au bout de pouvoir mettre un carton rouge ou un carton vert en disant pas efficace, trop cher, pas assez compétitif, trop bureaucratique. Soit le texte est repris, il est amendé, soit le texte il va être définitivement abandonné. Et ça remporte des résultats. Alors ils ne sont pas tous mesurables parce qu'effectivement malheureusement la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne qui ont des systèmes à peu près équivalents communiquent plutôt de manière bénéfique, mais j'ai un peu de mal à trouver la méthodologie de leur façon de calculer le nombre de textes réduits ou le nombre de coûts, parce que c'est ça qui est important pour eux, c'est le coût des entreprises en moins de bureaucratisation. Mais en tout cas, on pourrait s'inspirer de ces exemples européens. Ah, mais c'est absolument nécessaire. Je veux dire, c'est la réforme majeure qui est à faire. Alors, sous une forme allemande ou sous la forme britannique, moi je propose, je viens d'écrire récemment un article dans la RFDA, dans lequel je propose la création d'un office parlementaire de la norme. Il ferait quoi cet office? Alors, d'abord, d'une part, il faut que ce soit le Parlement qui prenne la main de calculer le nombre de normes. Parce que d'abord, le nombre de normes, c'est pas seulement le nombre de textes étatiques. Je montre souvent un iceberg, voilà. En fait, ce que je vous ai donné, les 46 millions, c'est la pointe. Parce qu'on ne connaît pas le nombre de normes des autorités de régulation, des collectivités territoriales et des arrêtés préfectoraux. Il y a une zone grise. Exactement, il y a une zone grise et elle est certainement pas mince. Voilà. Donc, elle s'ajoute. Mais enfin, surtout, cet office parlementaire de la norme donnerait les moyens au Parlement de faire les contre-expertises d'études d'impact. Voilà. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, en vérité, là aussi, quand on interroge les parlementaires, je connais bien les différentes commissions, eux aussi sont démunis de tout moyen de critique de ce que leur annonce le gouvernement et n'ont pas les moyens technologiques, d'expertise juridique, d'expertise économique pour dire, eh ben voilà, la réforme du bulletin de salaire, ça induit en vérité tant d'économies, ou ça n'en induit pas, ou c'est une farce. Et au passage d'ailleurs, bon, je renvoie à ce texte, évidemment, qui ne sera que, parce qu'on court après la simplification, parce qu'on ne veut pas courir avant à la réduction des débits. Alors, pour vous, c'est pas la bonne méthode, ce projet de simplification, alors, Bruno Le Maire? Bien sûr, il faut s'en féliciter, mais je vous rappelle que ce sera quand même que le 38e loi, depuis 1969, qui a, en l'occurrence, dans le titre du journal officiel, simplification. Et en définitive, après, évidemment, il n'y a pas de simplification. Il n'y a pas de simplification, en tout cas, ça ne va pas assez loin. C'est d'ailleurs un problème de démocratie et de maîtrise démocratique, et parce que même les entreprises, y compris qui sont des citoyennes aussi, se rendent compte que finalement, il y a une perte de confiance dans la chose publique, et elles nous annoncent des simplifications, et on ne les voit pas arriver, ou elles sont très superficielles. Cette course en avant à la simplification démontre en vérité qu'on continue malgré tout à passer son temps à faire 2% de plus par an de normes. Alors évidemment, voilà, de temps en temps, il faut un peu les écréter, ça s'appelle la simplification. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un équilibre à trouver entre la nécessité de légiférer, de réglementer et la surréglementation qu'on voit dans certains domaines? Je pense dans le domaine de l'énergie où il y a énormément de textes, dans le domaine de l'innovation aussi, entre le droit interne et le droit communautaire. Est-ce qu'on peut trouver un équilibre? Je pense qu'on peut tout à fait trouver un équilibre. Il y a différents facteurs qui interrogent. Bon, le droit communautaire, bon, certes, il s'impose à nous. Bon, on ne va pas refaire évidemment l'histoire de la construction de l'Europe. Elle a été acceptée par différents référendums ou différentes lois adoptées par le Parlement. N'y revenons pas. Les normes internationales, ça pose question. Aujourd'hui, la France est le pays qui est le recordman de ratification de traités ou d'accords bilatéraux de droit internationaux. Là, ça pose une question, parce que là, c'est volontaire. C'est à chaque fois qu'on fait une loi de ratification qu'on décide de se rajouter une couche supplémentaire. Pas toujours bien évaluée non plus dans ses conséquences. Je rappelle que 38% des lois que le Parlement vote, depuis 2002 en moyenne, ce sont des lois de ratification. C'est une chose que ne connaissent absolument pas les citoyens. On vient se rajouter à chaque fois une couche supplémentaire sur nos semelles. Moi, je ne suis pas du tout contre les normes, évidemment, avec les métiers que j'ai exercés. Et la part que j'ai pris d'ailleurs dans l'inflation normative par ma propre participation à la fabrique des lois, je ne suis pas un critique des normes. Simplement, je demande que les normes soient évaluées, soient bien adoptées, et je dirais enfin presque représentatives. Or, dans ces trois facteurs, eh bien, le bas blesse. Bien évaluer les études d'impact issues de la loi organique de 2009 ne marche pas. Il faut réformer le système. Bien adopter, ça pose une question.
Pourquoi 50% des lois, aujourd'hui depuis 2002 en moyenne, sont adoptées selon la procédure accélérée, qu'on appelait autrefois la procédure d'urgence? Pourquoi divise-t-on par deux le temps parlementaire qu'il doit se prendre, une seule lecture à l'Assemblée nationale, une seule lecture au Sénat, et hop, on bâcle tout avec une commission mixte paritaire? C'est incohérent, alors que la loi, c'est le mûrissement parlementaire qui l'a fait, en général, s'améliorer, et qui l'a fait aussi devenir représentatif, c'est-à-dire adopté, approprié par les destinataires de la norme. Et votre dernier point, pour conclure? Eh bien, je dirais qu'il faut une prise de conscience civique. Là, tout récemment, ces statistiques sont sorties, pas un flash de l'AFP, pas une reprise conséquente dans les différents journaux économiques, les Échos, Le Monde, Le Figaro. Ça montre qu'on en parle de l'inflation normative, mais on ne la mesure pas encore. Et tant qu'on ne mesure pas le mal, on ne peut pas véritablement apporter des remèdes. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Eh bien, merci à vous. Que prévoit la directive sur les travailleurs de plateforme? On en parle tout de suite avec mon invité, Marine Soiton, avocate chez Taylor Wessing. Marine, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de cette invitation. Alors pourquoi l'Europe s'est-elle intéressée au sujet relatif aux travailleurs de plateforme? Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais vous donner deux chiffres. Deux chiffres, c'est qu'en 2022, on compte 28 millions de travailleurs européens sur des plateformes numériques de travail. En 2025, soit demain, on s'attend à ce que ce chiffre passe de 28 millions à 43 millions de travailleurs. Rien que sur ces deux chiffres-là, on peut comprendre pourquoi l'Union européenne s'intéresse à ce sujet. Et c'est pas vraiment étonnant puisque depuis 2020, on a connu la pandémie de Covid-19 qui a fait émerger de nombreuses demandes de livraison de nourriture ou également en matière de santé. On a eu des demandes pour pouvoir bénéficier de soins à domicile lorsqu'on était confiné. Donc tout ça, ça a fait émerger des nouveaux modèles économiques et également des nouvelles formes d'emploi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement définir les contours de cette forme d'emploi. Est-ce que ce sont des travailleurs indépendants ou est-ce qu'ils ne le sont pas? Et pour illustrer ça, on voit bien que la jurisprudence de tous les États membres de l'Union européenne a été saisie de ce sujet et a mis en exergue les incertitudes qui existaient sur ce statut professionnel. Et en France, en tout cas, on a quasiment systématiquement été contraint de constater qu'on avait des requalifications de ces relations de travail indépendantes en des relations de travail salariées. Il n'est donc pas étonnant que l'Union européenne se soit saisie de cette question pour encadrer juridiquement ces relations de travail et ce, quelle que soit la nature de la relation de travail. En quelques mots, quel est l'objectif poursuivi? Alors, l'objectif poursuivi, c'est d'encadrer juridiquement les relations de travail entre ces travailleurs de plateforme et les plateformes en visant plusieurs objectifs, non seulement améliorer les conditions d'emploi de ces travailleurs de plateforme, leur garantir un statut professionnel qui soit juridiquement et correctement défini, et enfin lutter sur ce qu'on appelle le faux travail indépendant. Alors, rentrons maintenant dans le concret, dans le cœur du texte. Quelles sont les principales dispositions de cette directive? Alors, déjà, il faut savoir que les négociations sur ce sujet, elles ont commencé il y a un moment. En 2021, on a eu des premières propositions de texte qui n'ont pas abouti puisque certains pays s'y sont opposés. Et c'est que depuis avril 2024 qu'on a finalement une directive. Et qui concerne-t-elle? Elle concerne, donc, comme je le disais tout à l'heure, les travailleurs de plateforme et les plateformes. Et qui sont ces travailleurs? On a deux types de travailleurs de plateforme. Ceux qui exercent des prestations en ligne exclusivement via des outils numériques de travail. On pense par exemple à tous les travailleurs des plateformes de logement, de mise en relation des logements de particuliers et également ceux qui exercent leurs prestations de manière hybride, c'est-à-dire une partie communication en ligne et une partie dans le monde réel. On pense notamment aux livreurs de nourriture ou aux chauffeurs VTC. Ce sont ce type de travailleurs qui sont concernés. En ce qui concerne les sociétés qui sont concernées, la directive, là encore, elle vise un large éventail de domaines d'activité, de secteurs concernés. On peut avoir de la traduction, on peut avoir de la garde d'enfants, on a toutes sortes d'activités qui sont concernées, mais concrètement, en fait, il s'agit de sociétés qui sont là pour proposer des services à leurs clients et qui utilisent des algorithmes pour gérer la relation de travail entre ces deux personnes-là. Pour finir, est-ce qu'il existe des différences significatives entre la directive européenne sur les travailleurs des plateformes et les réglementations nationales déjà en place en France? Alors, à ce stade, on ne peut pas parler de similitude, de divergence, en tout cas entre ce qui se passe sur la directive européenne et ce qui se passe sur la législation nationale. Mais ce que j'aimerais faire juste avant, si vous me le permettez Arnaud, c'est de revenir sur ces principales dispositions. Bien sûr. Alors,
il faudrait y passer un petit peu de temps si jamais, mais vu qu'on a le temps qui nous est proposé, je vous propose de revenir sur seulement 2 dispositions qui sont importantes et qui ont fait parler. C'est la présomption de salariat, autrement dit la présomption de contrat de travail qui est instaurée par l'Union européenne. Et la deuxième mesure, c'est la gestion de l'algorithme, c'est-à-dire la gestion des décisions automatisées. Alors sur le premier point, la présomption de salariat, c'est ça. Exactement ce point-là qui a fait débat et qui a entraîné certains pays membres à s'opposer à cette présomption de salariat, tout simplement parce que l'Union européenne prévoyait des critères définis pour définir uniformément la présomption de salariat. Vu que des États s'y sont opposés, on a changé de cap et maintenant on donne l'opportunité aux États membres de fixer directement leur définition de présomption de salariat dès lors qu'on constatera des faits de contrôle et de direction qui sont exercés sur ces travailleurs. Et deuxièmement, de définir ces faits également en fonction du droit national et évidemment en tenant compte de la juridiction de l'Union européenne. Donc concrètement, un salarié qui va s'estimer lésé, qui va considérer qu'il y a un déséquilibre entre ses intérêts et ceux de la plateforme ou qui estimera qu'il a été placé dans la mauvaise catégorie pourra invoquer cette présomption légale et réfractable de salariat et à charge pour la plateforme de démontrer qu'il s'agissait non pas d'une relation de travail salariée, mais d'une relation de travail indépendante. Si elle n'y arrive pas, dans ce cas-là, le travailleur sera requalifié en salarié et pourra bénéficier de tous les avantages liés au salarial, en tout cas tous les droits qui leur sont octroyés, que ce soit en matière de droit du travail et en matière de droit de la protection sociale. Et la deuxième mesure, rapidement, sur les algorithmes, il faut savoir que les plateformes, aujourd'hui, elles passent par des systèmes de surveillance automatisés et des systèmes de décision automatisés. En gros, c'est ce qui était fait précédemment par des personnes physiques en entreprise, mais qui se sont dématérialisées. Le problème, c'est qu'on avait certains travailleurs qui ne savent pas comment les données personnelles sont traitées, qui ne savent pas comment fonctionnent ces algorithmes. Il n'y a pas de transparence. Non, exactement, il n'y a pas de transparence. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas non plus comment est-ce que leur comportement va influer sur la prise de décision de ces plateformes. Donc, la directive, pour éviter de voir évincer des travailleurs par des décisions qui sont prises, en gros, par un ordinateur, elle va mettre en place des obligations pour les plateformes. Une première obligation, c'est l'interdiction de traiter certaines données qui sont personnelles, les données biométriques, les conversations privées, et également de informer tous les travailleurs de l'instauration de systèmes de surveillance et de prise de décision automatisée, tout en veillant à non seulement permettre la possibilité aux travailleurs de contester ces décisions, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et de superviser ces systèmes de surveillance par des personnes physiques. Pour terminer, donc, quelles sont les différences entre la directive européenne sur les travailleurs des plateformes et les réglementations nationales en France? Alors, déjà, on attend que la directive soit transposée en France. Pour l'instant, elle vient d'être validée par le Parlement européen et à compter de sa publication au journal officiel, on a 2 ans pour le transposer. La question en effet intéressante, c'est de savoir comment est-ce que le législateur français va intégrer ces mesures en droit français. On peut s'interroger sur cela étant donné qu'il ne s'est jamais saisi jusqu'à présent de la qualification du contrat de travail. En tout cas, c'est la jurisprudence qui, au fil du temps, a dégagé des critères qui peuvent identifier un contrat de travail. Elle juge que pour qu'il y ait contrat de travail, il faut qu'il y ait, outre la rémunération en contrepartie d'une prestation, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un lien de subordination. Et en France, le lien de subordination, il n'existe que si on constate un pouvoir de direction, donc comme le prévoit l'Union européenne, un pouvoir de contrôle, comme le prévoit l'Union européenne, auquel elle ajoute un pouvoir de sanction, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et vous noterez en dernière remarque qu'en France, la relation de travail salarié ne se présume pas, il faut la prouver. Donc, c'est l'inverse de la logique de l'Union européenne. Donc, on se donne rendez-vous d'ici 2 ans, alors peut-être un peu plus, parce qu'on sait que le législateur français ne respecte pas toujours le délai de transposition pour connaître la position de la France sur cette directive. Rendez-vous est pris. On conclut là-dessus. Merci, Marine. Merci à vous et merci pour l'invitation. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur 4Change pour un nouveau numéro de Lex Inside.